Les uns disaient qu'il ne fallait prendre en compte que les travailleurs qui obéissaient. Pour les autres, il fallait prendre en compte tous les travailleurs en situation de faiblesse. On prenait par exemple, les exemples des travailleurs à domicile dans l'industrie textile, les bûcherons au fond des bois, loin de leur maître, et puis déjà les cochers de fiacre qui peuvent faire penser à, par exemple, aux chauffeurs Uber. Merci. Donc, en fait, finalement, c'était le même principe, sauf qu'évidemment, il n'y avait pas d'application sur les téléphones. Donc, il fut décidé, dans les années 30, 1930, d'adopter une définition restrictive du salariat, réservée aux travailleurs subordonnés. Techniquement, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 1931, c'est l'arrêt Bardou, qui précise que la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique du dit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties. Il ajoute qu'il est nécessaire, dans cet arrêt, la Cour de cassation ajoute qu'il est nécessaire de prouver l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur par rapport à la personne qui l'emploie. La cause étant entendue, on limite la notion de salarié à la subordination juridique. Alors cette définition pratique, elle a quand même eu beaucoup de mal à s'imposer parce que la plupart des travailleurs dépendants économiquement, mais évidemment pas juridiquement, obtinrent progressivement des droits qui étaient similaires, voire identiques à ceux des salariés. Par exemple, les travailleurs à domicile, les VRP, les gérants de succursales d'alimentation. Alors pour en revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, l'auto-entreprise, l'ubérisation, le travail pseudo-indépendant ne sont pas les seules techniques possibles d'inventer. On peut inventer des techniques, on peut en utiliser des techniques juridiquement, déjà des techniques qui existent, afin de sécuriser ces précaires. Alors je vous le disais tout à l'heure, je fais partie d'un groupe de recherche coordonné par Emmanuel Dockès, et nous avons essayé, dans ce code du travail, je vous rassure, ce n'est pas celui qui est applicable, nous avons donc essayé d'apporter des réponses aux questions qui sont posées. Travail salarié, travail indépendant ou la frontière, auto-entrepreneuriat, travail à domicile, travail intermittent, que cette intermittence soit liée à une succession de contrats précaires ou à une durée du travail très partielle. Donc je vais essayer de vous exposer brièvement les techniques que l'on a utilisées pour faire en sorte que des travailleurs actuellement exclus du salariat puissent être saisis par un droit du travail. À travers trois points. Tout d'abord pour dire que la dépendance, ce n'est pas seulement la subordination juridique. Pour dire qu'il est possible de supprimer les contrats à durée déterminée ou tous les autres contrats précaires spéciaux. Et puis qu'on peut aussi faire cela à travers la réforme du droit de la durée du travail. Alors la dépendance n'est pas seulement la subordination juridique. Notre Code du travail a vocation à régir la relation dissymétrique qui existe entre un employeur et un salarié. Il n'a pas vocation à régir toutes les relations qui peuvent exister, par exemple entre le médecin et son patient, un boulanger et ses clients, ni les activités extra-professionnelles gratuites. Ce code est un code du salariat, et encore faut-il justement décider ce que l'on entend par salariat. D'autant que les frontières sont évidemment brouillées, particulièrement depuis l'éclatement de l'entreprise fordiste. À la division du travail a succédé la division de l'entreprise, par décentralisation productive, par recours à la sous-traitance, parfois en cascade. Et le mouvement s'est poursuivi jusqu'à l'atomisation, l'individualisation de certaines unités productives. Chaque travailleur est poussé à se présenter comme une sorte d'auto-entrepreneur, plus ou moins factice. Les travailleurs ubérisés, ceux qui partagent les Fad Labs, ceux qui travaillent dans les bureaux de coworking, les adeptes des mini-jobs proposés par les plateformes en ligne, et puis bien d'autres exemples qui prétendent être le modèle du travail du futur. Alors même si à l'heure actuelle, encore, ces travailleurs ne représentent qu'un pourcentage
modeste de la population active occupée, cela soulève d'importantes questions pour un avenir qui effectivement est un avenir proche. Plusieurs solutions ont pu être envisagées. Certains pays ont tenté de construire une espèce de droit moyen, qui serait ni totalement un droit du travail salarié, ni totalement un droit du travailleur indépendant. Les exemples sont les exemples de parasubordination en Italie et en Espagne. Mais ces droits moyens n'ont pas eu les effets escomptés. Ces statuts intermédiaires ont au contraire fonctionné comme une trappe à salariat, faisant tomber des catégories entières de travailleurs qui en France sont aujourd'hui des salariés, et dans cette espèce de droit intermédiaire, et en plus, ça n'a rien simplifié. Les travailleurs en question ont non seulement perdu des droits, mais en plus, au lieu d'avoir une frontière à tracer, on en a désormais deux, entre la parasubordination et le salariat, et entre la parasubordination et l'indépendance. Donc, nous, on a choisi plutôt une autre piste, justement en prenant les modèles qui ont pu exister, les études qui ont existé au 19e. Alors, sous une forme moderne, on retrouve certains dangers qui frappèrent les travailleurs à l'époque, travailleurs à domicile, avant leur assimilation au salariat. Horaires à rallonge, salaire de misère, incapacité à s'organiser en syndicat, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier. Ces travailleurs relativement autonomes, mais restés en situation de faiblesse, pourraient bien, aujourd'hui, à travers tout ce qu'on voit, être amenés à se développer. Le travail humain est concurrencé par la numérisation, par la robotisation. Il est donc naturel de se concentrer sur des tâches qui exigent plus d'autonomie dans le travail. La subordination, au sens strict, est peut-être en voie décroissante, même si par le biais des technologies de l'information et de la communication, on peut contrôler très très précisément ce que font les uns et les autres. Parallèlement, du fait du chômage de masse et relativement à la rareté des emplois, la dépendance économique, elle au contraire, reste très intense. Donc la figure du dépendant non subordonné est effectivement très actuelle. Alors si l'on en reste à notre vieille définition du salariat, des catégories entières de travailleurs en situation de faiblesse vont être progressivement privées de droits essentiels, comme le salaire minimum, les congés, la protection contre le licenciement, etc., etc. On pourrait passer toute la liste. Donc il nous a semblé qu'il était nécessaire de qualifier de salariés non seulement des travailleurs subordonnés, mais encore des travailleurs indépendants. L'application du Code du travail va donc dépendre d'une situation de fait dans laquelle se trouve le travailleur. Peu importe que les parties aient prétendu le contraire, peu importe que dans telle ou telle clause de leur contrat, on précise le contraire, si en pratique un travailleur obéit à autrui dans l'exécution d'une tâche, il est salarié. La dépendance est donc considérée comme un critère alternatif du contrat. Les salariés ne sont plus seulement ceux qui obéissent, ce sont aussi ceux qui jouissent d'une véritable autonomie dans l'organisation et dans l'exécution de leur travail, mais qui n'en demeurent pas moins dans une situation de faiblesse parce qu'ils dépendent. Ils dépendent d'autrui. Donc, lorsque des salariés ont plus, lorsque des salariés sont soumis à une organisation unique, composée d'une pluralité de personnes morales, parce que ça peut aussi passer par là, il convient également de reconnaître que chacune de ces personnes morales qui composent cette organisation unique est employeur de la personne en question. Toutes les personnes morales qui participeraient à cette organisation sont donc solidairement responsables à l'égard des travailleurs en question. Alors pour inclure et protéger ces personnes, on a créé deux nouvelles catégories de travailleurs. Les salariés autonomes et les travailleurs dits externalisés. Salariés autonomes, salariés parce qu'inclus dans le champ d'application du Code du travail, autonomes parce que non subordonnés. Donc le salarié autonome, ce serait le salarié qui ne reçoit pas de directive quant aux modalités d'exécution de sa tâche ou de ses missions et qui est autonome dans l'organisation de son emploi du temps. Quant aux travailleurs externalisés,
on s'est inspiré de l'actuelle réglementation des travailleurs à domicile. Celle-ci avait été pensée à l'époque pour protéger les ouvriers du textile et plus généralement pour des tâches, ou voire pour des tâches industrielles dans certains cas. La tertiarisation de la société, l'éclatement des structures productives, la banalisation des technologies de l'information et des communications ont développé et diversifié les modalités d'un recours aux travailleurs externalisés. On pense là aussi aux plateformes informatiques, au télétravail, au coworking, par exemple. Et les difficultés rencontrées par ces travailleurs externalisés, modernes, sont spécifiques. Mais elles sont similaires à celles qui étaient rencontrées en leur temps par les travailleurs à domicile. Assimilation au salariat discuté, évaluation des durées de travail très difficiles, et donc risque de tomber en dessous d'un salaire minimum, horaire à rallonge, danger lié à l'isolement, etc. Donc on a considéré que ces travailleurs externalisés, eh bien, devaient être inclus dans le champ du salariat. Deuxième point, j'ai dit la suppression des CDD. La suppression des CDD et autres contrats spéciaux. Si on pose la question comment limiter les abus en matière de CDD ou de contrats spéciaux ou d'intérim, eh bien la réponse peut être en les supprimant. On supprime les CDD, on supprime l'intérim, on supprime tous les contrats spéciaux. En les supprimant et en remplaçant les CDD par des CDI. CDI dans lesquels il y aurait une clause de durée initiale. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de précariser les CDI, puisqu'on avait le contrat unique du MEDEF. Il s'agit au contraire parce que la proposition c'était quoi? C'était précariser les CDI en leur rapprochant le régime juridique des CDI du CDD. Nous, c'est le contraire. C'est on supprime les CDD en rapprochant le régime juridique des CDD de celui des CDI. Je m'explique. Il s'agit donc d'appliquer au contrat à durée déterminée certaines protections du droit du licenciement sans rien retrancher à la stabilité du CDI. En d'autres termes, et en termes juridiques, il s'agit de supprimer l'effet extinctif de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée. Juridiquement, ça revient donc à supprimer les contrats à durée déterminée tels que nous les connaissons. Alors dans certains cas, lorsque l'embauche d'un salarié est sur un emploi temporaire par nature, une durée limitée peut quand même pouvoir être stipulée au sein de ce contrat. Par exemple, lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié absent, de réaliser une tâche ponctuelle, on ne va pas interdire cette possibilité. Mais pour les parties, il est convenu dès le départ que la relation de travail est en principe à durée indéterminée. Donc, pour convenir dès le départ que la relation de travail est en principe à durée déterminée, on inclut dans le contrat à durée indéterminée une clause de durée initiale. Alors, par cette clause, l'employeur et le salarié conviennent que leur relation de travail n'est pas pérenne. Lorsque la durée initiale s'achève, le contrat n'est pas automatiquement rompu. C'est ça la nuance essentielle, parce que vous allez me dire, ben, ce que vous faites, c'est du CDD à l'envers. Bien, lorsque le contrat, lorsque la durée initiale s'achève, le contrat n'est pas automatiquement rompu. Il faudra, pour l'employeur, prononcer un licenciement. Ce licenciement sera justifié quand l'avènement de la clause visée au contrat de durée initiale sera réalisé. Si ce n'est pas le cas, le licenciement sera injustifié. Et dans tous les cas, lorsqu'on arrive, lorsqu'il y a licenciement, eh bien, on doit appliquer les règles du licenciement. Le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse, ce qu'il n'aurait évidemment pas si la durée initiale prévue eh bien, ne correspond pas aux faits. Et puis, surtout, l'employeur aura une obligation de reclassement. Il doit chercher, s'il existe dans son entreprise,
des postes disponibles qui correspondent aux qualifications du salarié. De plus, ces clauses, elles ne seraient valides que dans 3 hypothèses. Réalisation d'une tâche précise et dont l'objet est par nature temporaire, remplacement de salarié absent, surcroît temporaire d'activité. Ça veut dire que là, en même temps, on supprime les 2 cas de recours actuels qui sont des cas de recours au contrat à durée déterminée, les contrats dits d'usage constant, facilités dans certains secteurs, et les contrats saisonniers. Ce sont donc ces types de contrats seraient remplacés par une clause relative au recours, réalisation d'une tâche précise et dont l'objet est par nature temporaire. En plus, sur les contrats saisonniers, on a prévu que comme le contrat est à durée indéterminée par nature, eh bien, il dure effectivement le temps de la saison, mais sauf licenciement, là encore une fois, justifié, etc., il se poursuit nécessairement la saison suivante. Suppression également des contrats spéciaux. Suppression des contrats spéciaux, ces contrats spéciaux, on les connaît, hein, ils sont très nombreux. Ce sont ceux qui visent à favoriser l'entrée sur le marché du travail de personnes qui appartiennent à des catégories particulièrement touchées par le chômage. Les jeunes, les vieux, désolé, je ne vais pas dans la dentelle, les chômeurs de longue durée, etc. Alors on a le contrat d'accompagnement dans l'emploi, le contrat jeune en entreprise, le contrat génération, les contrats emploi à venir, le contrat unique d'insertion. Et puis là, on nous propose bientôt les nouveaux parcours d'emploi compétences amenés à remplacer les contrats aidés. Bref, ces contrats spéciaux forgés, hein, dont les noms ont été forgés par les meilleurs communicants gouvernementaux, ils visent à inciter à l'embauche en permettant de placer certains salariés sous un statut dérogatoire, généralement, enfin tout le temps d'ailleurs, précaire et de toute façon bien moins favorable que le dispositif de droit commun. Donc, ces contrats, ils sont dits aidés parce qu'il y a des aides qui sont données, et ces aides, elles sont conditionnées, en fait, aujourd'hui, hein, par la précarisation du statut juridique des personnes qui sont employées dans ces conditions. Donc, il n'est pas interdit hein, de prévoir des aides pour favoriser l'emploi. Ok, ça marche, 5 minutes. Mais ça ne doit pas être conditionné à la précarisation des personnes. Donc, on supprime également l'intérim. On remplace l'intérim par des centres d'aide à la gestion du personnel avec la grosse nuance, c'est que les utilisateurs seraient employeurs des intérimaires, en tout cas des salariés qu'ils recruteraient par le biais de ces centres d'aide à la gestion. On supprime l'étage qui existe, l'étanchéité qui existe entre l'intérimaire et l'entreprise qui l'emploie. Enfin, dernier point, je vais être très très rapide, une réforme du droit de la durée du travail. Alors, quand même, la question du chômage est bien évidemment inévitable lorsqu'on traite du droit de la durée du travail, même si les effets de ce droit sur l'emploi sont quand même hypothétiques. C'est dommage qu'effectivement Thomas Coutreau n'ait pas été ici, puisque l'une des rares évolutions du droit du travail dont il est généralement admis ces dernières années qu'elle a été créatrice d'emploi, c'est bien la réduction du temps de travail. On n'est pas nécessairement d'accord sur le nombre d'emplois créés, mais au moins tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Donc, c'est évidemment pas la tendance aujourd'hui. Donc, ce qu'on a prévu en matière de droit de la durée du travail, c'est qu'on a reconnu une notion qui n'existe pas aujourd'hui dans le droit du travail. On a remplacé les temps dits de repos, le temps dit de repos, par une catégorie juridique nouvelle, le temps libre. Parce que le temps de repos n'est pas nécessairement consacré, le temps libre, pardon, n'est pas nécessairement consacré au repos. Donc le temps libre du travailleur va pouvoir être utilisé pour sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie amicale, sa vie de loisirs, sa vie sportive, associative, militante, puisque, par exemple, sans activité militante, eh bien, il n'y a pas de démocratie. Donc, pour toutes ces raisons, on remplace la notion de temps de repos par la notion de temps libre, et ce qui permet que, pendant leur temps libre, l'employeur ne peut en aucun cas interférer sur la vie du salarié. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas,
travail au temps de repos, mais ces temps de repos, tout le monde le sait, peuvent être, l'employeur peut interférer sur le temps de repos par le biais d'astreintes, par exemple, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. Et on supprime également tout ce qui est horaire d'équivalence, et quand une flexibilité dans l'organisation du travail est nécessaire, on la compense par une réduction de la durée du travail. Voilà, j'ai... Merci. Très bien, merci Florence pour ton intervention qui met bien en avant le fait que la discipline juridique est une discipline qui peut être tout à fait créatrice de nouveaux concepts, créatrice de nouveaux droits. C'est pas une discipline figée. On a parfois le sentiment que la seule chose qu'on peut faire avec le droit social, c'est carrément de soustraire des articles et de réduire son volume. On voit bien que la question n'est pas une question de volume ou une question quantitative, c'est aussi une question de création de nouveaux droits en fonction effectivement des évolutions qu'on peut constater sur le marché du travail. Donc je conseille à toutes et tous de se pencher dans l'ouvrage que tu nous as présenté tout à l'heure en introduction, parce qu'on a là évidemment une mine de propositions sur lesquelles on aurait tout intérêt, nous en tout cas politiques ou représentants syndicaux, à travailler. Je vais laisser maintenant la parole à Antoinette. S'il vous plaît, est-ce Pardon. qu'on peut stabiliser l'image projetée ou la supprimer? C'est très pénible, elle n'arrête pas de... Ah oui, oui. Ah. On va regarder. J'ai eu peur que tu voulais nous supprimer, mais bon, c'est pas dans le... Tu me rassures. Mais ça, par contre, je ne sais pas, moi, faire fonctionner. Mais on va voir peut-être avec Julien. Il n'y a pas l'image de l'ouvrage, mais montrez-le. Ah oui, Le titre de l'ouvrage. Non, mais on peut la voir là-haut. c'est des propositions. C'est propositions de code du travail sous l'égide du groupe de recherche pour un autre code du travail, et c'est chez Dalloz. C'est paru en 2017, l'an dernier. Donc, elles ne sont pas encore gouvernementales. non. Bien, ça ne saute. Bien, merci. Donc, je laisse la parole maintenant à Antoinette pour une intervention autour de son expérience d'élu d'une grande ville. Merci Alain, bonjour à toutes et tous. Alors déjà je voulais me réjouir parce que je trouve que le fait que nous abordions sous l'égide d'Europe Écologie Les Verts la question du travail est je trouve moi une très très bonne nouvelle, puisque nous parlons beaucoup d'environnement, nous parlons beaucoup d'écologie, quand nous savons aussi que nos citoyens veulent que nous leur parlions d'emploi. Alors quand on est élu, ça compte, puisque à chaque fois qu'on met en avant des propositions qui sont des propositions écolo, à des questions bien plus simples qui est « d'accord, mais moi mon fils il a 23 ans, il ne trouve pas de boulot alors qu'il est diplômé », on n'a pas toujours des réponses à apporter. Donc je trouve que c'est, et pourtant on a des réflexions, mais je trouve que c'est bien que nous menions cette question cette réflexion de manière collective. Je me présente en 2 mots et en lien bien sûr avec le sujet. Moi donc je suis Antoinette Bull, adjointe à la maire de Paris écolo, en charge des questions d'économie sociale et solidaire, d'innovation sociale et d'économie circulaire, donc en charge de la transformation à la fois sociale et environnementale de l'économie parisienne. Et puis il se trouve que je viens d'une ville qui s'appelle Hayange, qui ne vous dira peut-être pas grand-chose dans un premier temps, mais je vais vous éclairer. Donc, je vois que Hayange, en fait, c'est la ville qui a vu fermer le dernier haut fourneau dont vous pensiez qu'il était à Florange. En réalité, il était à Hayange. C'est vraiment ce grand centre industriel, je vais dire, ou en tout cas qui a été ce grand centre industriel de la métallurgie française et qui a été aujourd'hui en complète désindustrialisation avec, vous l'imaginez, des paysages de hauts fourneaux à l'abandon absolument horribles, un taux de chômage incroyable
complètement abandonnés. À tel point qu'on se retrouve à Hayange, cette ville qui a été faite d'immigration avec plus de 16 nationalités, qui a travaillé dans les Hauts-Fourneaux, qui se retrouve aujourd'hui à avoir à sa tête un maire Front National. Pourquoi je fais ce lien? Parce que de la question du travail et de la manière dont on ne gère pas le travail, on arrive à des problématiques qui sont des problématiques démocratiques graves. Donc il y a urgence effectivement à prendre en main cette question du travail, cette question de la désindustrialisation et des nouvelles formes, pourquoi pas de réindustrialisation, de manière à ce que nous n'arrivions pas au pire, c'est-à-dire à des solutions extrêmes qui viennent d'un sentiment, alors j'allais dire d'un sentiment de rejet ou en tout cas d'isolement d'un grand nombre de populations. Et dans le même temps, si je parle d'Hayange, c'est parce qu'il y a une autre caractéristique à cette région-là, de l'Est de la France, c'est que c'est la zone sur laquelle on trouve le plus de centres commerciaux en Europe. Et oui. Dans le même temps, c'est la zone la plus dense en centres commerciaux, ce qui génère des centres-villes entièrement vidés de toute forme de commerce, mais aussi de toute forme d'emploi de proximité. Donc on a là en fait deux phénomènes qui viennent illustrer ce qu'est aujourd'hui le bouleversement du travail, qui viennent illustrer par le pire ce qu'est aujourd'hui le bouleversement du monde du travail. Ces deux problématiques-là nous amènent à réfléchir aux nouvelles formes de travail qui existent. Alors il se trouve que moi je suis une élue parisienne, je les vois de manière peut-être plus prégnante que sur d'autres territoires parce que l'innovation est très présente à Paris, l'innovation sous toutes ses formes, qu'elle soit sociale, technologique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas elle est présente à Paris et donc on peut voir différents grands sujets, grandes thématiques qui arrivent. Donc bien sûr il y a la question de l'ubérisation de la société avec aujourd'hui on a tous en tête bien entendu Uber ou Airbnb. Moi je voudrais en dire quelques mots parce que non seulement ces nouveaux modèles d'entreprise viennent heurter, et là on l'a vu, viennent heurter ce qu'est le travail fondamentalement sur le plan juridique, mais ils viennent au-delà de heurter les questions, les politiques sociales, ils viennent aussi heurter l'ensemble des politiques publiques que l'on mène. Que ce soit les politiques de transport, que ce soit les politiques de tourisme, que ce soit les politiques bien entendu d'emploi, mais dans chaque domaine d'activité où elle s'applique, cette économie collaborative vient heurter les politiques publiques. Et pourquoi je tiens à dire ça ici aussi, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'ubérisation du travail, on ne parle pas uniquement de la question du salariat ou de l'entrepreneuriat, on va beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, cette ubérisation du travail prend aussi les clés du débat démocratique. Et donc je vais y revenir tout à l'heure et on a un atelier consacré à ce sujet, sur ce sujet cet après-midi. Je voudrais également qu'on se dise un mot sur la question des territoires, puisque je suis une élue locale, donc je vais faire mon travail et parler des territoires et du travail. Nous sommes aujourd'hui, il y a une grande tendance à la métropolisation, donc à se dire nous avons des grands centres qui sont à la fois des centres urbains avec des grandes villes, des grandes métropoles, et Paris en est une, mais Grenoble en est une autre aussi extrêmement importante, qui en fait va tirer sur le plan économique l'ensemble de la métropole. Et ça, on entend souvent ce discours-là. Et en réalité, il y a une thématique qui est complètement oubliée, me semble-t-il, moi, du débat national, et en particulier sur la question d'emploi, c'est la relation entre ces centres urbains et la campagne. Et qu'aujourd'hui, si nous ne traitons pas ce sujet de la relation, alors moi j'appelle ça ville-campagne, sur la question du travail, je pense que nous passons là aussi à côté d'une fracture qui est en train de s'installer et qui, elle aussi, est à l'origine ou sera à l'origine de désastres démocratiques. Et c'est exactement la même, cette fracture-là, qui a donné lieu à l'arrivée de Trump aux États-Unis. C'est celle-ci qui s'est vue dans les résultats des élections présidentielles en France. Nous, à Paris, on est super fiers, 5% de vote Front National à l'élection présidentielle, 10% au second tour. Donc on se dit, à Paris, le maillage solidaire fonctionne bien, on a réussi à ce que tout le monde se sente suffisamment intégré dans la société pour qu'on ne choisisse pas une voie de résiliation aussi dure que celle de l'extrémisme.
Ceci dit, si les grandes villes et les grands centres urbains ont fait ce niveau bas de vote pour les extrêmes, ça signifie que dans d'autres territoires et dans des territoires plus ruraux, on a du 30, du 40, du 45%, voire plus de vote Front National. Donc cette fracture-là, qui à mon avis est aussi une fracture liée à l'emploi, cette fracture territoriale-là, doit être prise en compte dans notre réflexion. Et enfin, je voulais dire quelques mots sur la question de l'insertion et de l'insertion vers l'emploi, puisqu'en fait, moi, dans ma délégation, j'ai également l'insertion par l'activité économique à Paris, qui, du coup, m'amène à regarder avec un regard pointilleux ce qui s'est passé cette dernière année sur les questions d'insertion, avec les transformations que vous avez évoquées, avec l'abandon des contrats aidés, avec la création de ce nouveau parcours emploi-compétences, dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant, puisque ça fait quelques jours qu'il a été lancé, mais dont je dirais quelques mots. Cette question de l'insertion par l'emploi, des contrats aidés, de l'insertion par l'activité économique, alors je reprends peut-être pour que chacun soit bien au clair. Aujourd'hui, l'insertion en France, elle est gérée par différents dispositifs, dont en fait 2 grands dispositifs qui sont l'insertion professionnelle, dans laquelle rentre la question des emplois aidés, et l'insertion par l'activité économique, qui intègre en son sein tout un parcours à la fois d'accompagnement social, d'accompagnement professionnel, d'accompagnement à la santé, etc., et d'accompagnement vers l'emploi. Ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été l'abandon de tout un pan de l'insertion professionnelle via les emplois aidés, qui en fait visait bien entendu à faciliter l'embauche de personnes en difficulté, et cet abandon qui n'a pas été compensé par une autre forme politique. Donc ça, il faut quand même le savoir, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec moitié moins de contrats qui sont aidés et qui permettent aux entreprises, aux structures associatives surtout, et aux collectivités d'embaucher plus facilement. Donc ça a été fait en 6 mois, c'est sans doute, là je dis, le plus grand plan de licenciement qui aura été fait en quelques mois et sur toute la France sur les contrats aidés. Donc comment peut-on imaginer l'insertion par l'activité économique qui soit une insertion efficace? Et là je pense qu'on a raison de se poser cette question de l'efficacité du dispositif. Comment faire pour qu'un dispositif d'insertion vers l'emploi puisse être efficace? L'IAE permet en fait d'avoir 60%, c'est le taux de résultats positifs. C'est-à-dire que 6 personnes sur 10 qui passent dans un parcours d'insertion par l'activité économique, en 2 ans, retrouvent soit de l'emploi, une formation qualifiante, ou en tout cas un projet professionnel en cours de réalisation. Donc ça c'est intéressant, ça fonctionne pour un nombre certes limité de personnes, mais nous pouvons aller rechercher dans cette manière de faire de l'insertion les moyens de le généraliser. Alors c'est un peu, malgré tout, ce qu'a proposé le gouvernement ces 2 dernières semaines, puisque le parcours emploi compétences, lui, s'intéresse pas uniquement à l'employabilité des personnes, mais à un nouveau terme qui a été employé, c'est l'employeur habilité. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire, merci. L'employeur habilité des entreprises, c'est-à-dire leur capacité, des entreprises et des structures, leur capacité à elles à accompagner vers l'emploi. Et là aussi, c'est un autre travail. Moi, j'ai été directrice d'une structure d'insertion. Je peux vous dire que c'est autre chose que d'amener des personnes à l'emploi que de faire tourner une boîte sans se soucier nullement de la future insertion des salariés. Donc c'est un travail à part entière et ça mérite d'être souligné. Autre chose sur l'insertion vers l'emploi, qui est un phénomène qui est en cours aujourd'hui et qu'on note particulièrement dans les grandes villes et tout particulièrement bien sûr à Paris, c'est la question du niveau d'études des personnes en insertion. Moi, je vais vous donner un chiffre qui va être très surprenant. À Paris, 39% des personnes bénéficiaires du RSA inscrites à Pôle emploi sont à un niveau de Bac+3. Ça pose des questions. Alors, c'est vrai que c'est spécifique à Paris, c'est singulier, et c'est sans doute nettement plus élevé que ce qu'on voit ailleurs,
mais peut-être pas beaucoup plus élevé que ce qu'on va noter à Grenoble, à Lyon, à Marseille, c'est-à-dire dans des grandes villes. Donc on se retrouve là aussi avec une société qui aujourd'hui est fracturée. On imaginait très bien en fait que des personnes en insertion puissent être des personnes avec une faible qualification en disant ben oui, il y a eu du décrochage scolaire, il n'y a pas eu la formation nécessaire pour pouvoir répondre aux mutations de l'emploi. Eh bien non, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est pas ça. C'est des personnes qui sont formées, qui sont allées à l'école, qui sont allées à l'université et qui ne trouvent pas de boulot. Et donc là, on doit se poser la question de quel est le modèle économique, quelle est la vision de la société que l'on a pour pouvoir adapter aussi l'école, la formation et l'université à ce projet politique qui doit être un projet collectif. Donc je le dis, nous devons repenser notre transition économique de la même manière que nous avons pensé la transition écologique pour pouvoir adapter chaque pan, chaque élément constitutif des individus à cette vision de la société. Il y a un dernier point que je voudrais aborder dans l'insertion et qui est la question des réfugiés. Aujourd'hui, on est tous d'accord, l'urgence concernant les réfugiés est à l'accueil. Un accueil qui doit être inconditionnel, qui est souvent fait par les associations, sur lequel on aimerait bien un engagement de l'État nettement plus important, ça on en est d'accord. Mais la question, en fait, puisqu'on parle d'emploi, moi je veux l'aborder, puisque la question des réfugiés est une question que si on n'aborde pas maintenant, nous reviendra en boomerang dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc aujourd'hui, nous avons à préparer, dans le même temps que nous préparons l'accueil et que nous essayons de nous battre sur l'accueil, les modalités d'insertion, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient par l'activité économique, qu'elles soient d'éducation, qu'elles soient d'accompagnement, d'insertion à la fois sociale et professionnelle pour cette population très spécifiquement parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Alors nous, à Paris, on a pris quelques décisions qui est d'intégrer les réfugiés dans le public prioritaire de l'insertion par l'activité économique, dans les publics prioritaires. Et vous comprenez que c'est aussi un sujet qui est compliqué parce que ça met en concurrence des pauvretés et des publics qui tous méritent d'être prioritaires. Mais là, sur cette question des réfugiés, nous devons la penser différemment parce qu'il y a des besoins très spécifiques qui ne sont pas ceux que rencontre le reste de la population, y compris lorsqu'elle est fragile. Je voudrais... Est-ce que j'ai passé mon temps là ou non, tu peux encore. Je peux encore, tu peux encore déborder. Je peux encore déborder un peu. Alors je vais me permettre de déborder un petit peu sur un dernier point, et donc ce sera mon 5e point, je les reprendrai après si vous voulez, qui est la question de l'innovation et de l'innovation sociale. Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé des solutions et on les expérimente depuis longtemps dans l'économie sociale et solidaire. On a trouvé des solutions qui viennent contrecarrer l'ensemble des dispositifs de précarité qui sont en train de se mettre en place, que ce soit par l'ubérisation, par l'auto-entrepreneuriat et d'autres. Et donc, les solutions sont déjà inventées en réalité. Et on les a, nous, alors je vais dire nous, écolos, nous, personnes de gauche, dans notre corpus politique, c'est-à-dire qu'on les a développés sur les territoires. Quand on a créé et quand on a aidé à ce que se créent des coopératives d'activité et d'emploi il y a 10 ans, les coopératives d'activité et d'emploi, ce sont des coopératives qui permettent à des auto-entrepreneurs de travailler de manière mutualisée, de mutualiser à la fois les gains et aussi les risques, et de pouvoir travailler collectivement et en coopérative sur une activité qui est une activité indépendante. Alors moi, quand je vois Uber se créer, ça me fait écho. Je me dis, mais ça fait écho. Pourquoi aucune coopérative d'activité et d'emploi ne s'est-elle lancée sur le fait de mettre autour de la table l'ensemble des chauffeurs indépendants qui auraient envie de créer une coopérative? C'est pareil sur Deliveroo. À Paris, on est en train, bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé avec Deliveroo, à Paris, et d'ailleurs je crois qu'ils sont à Grenoble aussi, comme Cycle, me semble qu'ils sont aussi, ils sont aussi à Grenoble. On est en train d'aider à la création de coopératives de coursiers à vélo
pour pouvoir répondre à ce qui se passe sur l'économie collaborative, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4, 5, 7 ans, parce que c'est ça, hein, la durée d'existence de l'économie collaborative de structures comme Uber ou Airbnb, c'est moins de 10 ans d'existence. Donc ça veut dire des bouleversements qui sont des bouleversements radicaux dans une période qui est très très courte. Donc quand on parle de mutation de l'emploi, de mutation du travail, là on n'est pas à la mutation, hein, on en est à un choc frontal qu'on s'est pris dans les 5 dernières années. Donc je disais que l'innovation sociale avait déjà intégré, il y a 10 ans, il y a 15 ans, au sein des coopératives d'activité et d'emploi, des solutions pour pouvoir permettre l'auto-entrepreneuriat sans les risques de l'auto-entrepreneuriat. Et donc, avec la protection du salariat et avec une mutualisation des risques. Comment se fait-il que ça ne fasse pas école aujourd'hui, quand on voit que ce système d'auto-entrepreneuriat se développe à une vitesse grand V? Dans l'économie sociale et solidaire, on a répondu aussi à nombre d'autres problématiques qui se sont posées et qui se posent aujourd'hui de manière importante, que ce soit sur l'insertion, que ce soit dans le domaine de l'insertion ou des nouvelles manières et des nouvelles approches de créer, d'amener, j'allais dire, les populations fragiles vers l'emploi. Moi, je pense, et j'ai visité il y a très peu de temps une structure qui s'appelle Team et qui travaille avec des jeunes qui sont en décrochage scolaire, donc pas ceux qui sont Bac+3, mais qui sont au RSA, hein, ceux qui sont en décrochage scolaire, pour dire, eh bien, inventons une autre manière d'apprendre ce qu'est une activité professionnelle. Et ça passe beaucoup par le faire. Tu as parlé de l'utopie du faire, ça passe beaucoup par le faire. Donc, comme je dis par le faire, ça passe par le développement des activités artisanales, ça passe par le développement d'activités qui sont beaucoup plus manuelles. Et donc, ça veut dire qu'on doit repenser aussi notre système de réindustrialisation au regard de ces activités-là. Je pense qu'on se trompe si on va vers une tertialisation, si on continue à penser qu'on va vers une tertialisation de l'économie. Nous devons recréer de la production locale, de la production adaptée en petite quantité sur des territoires, que ce soit des territoires urbains ou des territoires ruraux. Et ça, c'est un projet politique que nous pouvons mener, bien sûr, au service de la transition écologique. Ça, on pourrait, je crois qu'il y a un atelier spécifique sur le sujet. Il y a de nombreux nouveaux métiers à inventer. Moi, je le vois dans l'économie circulaire, par exemple, qui est un sujet là aussi assez nouveau. Dans l'économie circulaire, on nous parle des déchets du bâtiment. Il faut diagnostiquer avant de démolir pour savoir quels sont les matériaux précieux qu'il y a, quand je dis précieux, précieux au regard des ressources naturelles, dans un bâtiment. Ça s'appelle un métier de diagnostiqueur. Ça n'existe que très peu. On pourrait en développer beaucoup plus. On pourrait développer des trieurs valoristes pour nos déchets, etc. Donc on a de nouveaux métiers, beaucoup de nouveaux métiers qu'on peut inventer dans la transition écologique. Reste encore à pouvoir le faire sur les territoires et à le généraliser sur l'ensemble de la France. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur les mutations du travail, mais voilà, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Merci à vous. Merci Angélique. On a eu une première partie qui était, si j'ai bien compris, sur l'innovation juridique. On a une deuxième partie sur l'innovation sociale. En tout cas, tu as terminé ton intervention sur ce sujet de l'innovation sociale. Je vais maintenant laisser la parole à Jaouida sur une intervention qui est plutôt centrée sur l'importance aujourd'hui du travail à domicile et des bouleversements que ce travail à domicile peut engendrer globalement sur l'ensemble du marché du travail et de l'emploi. Si possible, on essaiera, Jaouida, de s'arrêter vers moins 10, moins 5 pour qu'on ait un temps d'échange avec la salle. Très bien, faudra m'arrêter. D'accord, pas de problème. Bien, bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation à participer à cette réflexion commune autour de la question travail. Mon intervention va certainement faire écho à ce qui vient d'être dit précédemment et notamment plus spécifiquement la question de l'automatisation
l'automatisation, l'atomisation, vous voyez, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais qui va prendre sens dans ce que je vais développer, productive. Ces inventions, ces nouvelles formes d'emploi et de travail qui sont effectivement des trappes à salariat, pour reprendre les termes de Florence Debord. Et puis ces catégories dont il a été fait mention aussi, les salariés autonomes, les travailleurs externalisés, etc., pour montrer qu'en réalité, par rapport à ce que je vais développer, ces catégories sont encore bien moins comment dire, figées. Hein, on va avoir une espèce de flou dans les frontières qui rendent en réalité la construction de catégories sur les nouvelles formes de travail et d'emploi assez particulières, ou en tout cas qui vont amener à s'interroger. On a bien, dans ce que je vais développer, une externalisation du travail, mais une externalisation du travail au domicile, en fait, dans l'habitat, dans l'habité. Et du coup, on développe, donc on est une petite équipe de chercheurs, de sociologues du travail, qui travaillons sur cette question maintenant depuis presque plus de 2 ans. Et si on doit répondre à la question à quoi ressemblera le travail en 2030, il nous semble qu'un pan important du travail et de l'emploi, c'est surtout l'externalisation du travail au domicile. Voilà. Les nouvelles formes d'emploi particulières, elles sont apparues, on l'a dit, il y a maintenant un certain nombre d'années. On les a appelées des formes atypiques. Elles se sont distinguées du modèle dominant des années 50-70, le CDI, le temps plein et l'unicité de l'employeur. Tout ça éclate. Et ces nouvelles formes d'emploi qui apparaissent sont instables et vont redéfinir fondamentalement, ce qui nous intéresse nous plus spécifiquement en tant que sociologues, les collectifs de travail. On a aussi, donc quand on parle de mutation du travail, c'est la refonte, c'est de s'interroger aussi sur ce que ça produit en termes de collectifs de travail. Collectifs de travail qui étaient jusqu'à maintenant principalement fondés sur les métiers, les professions. La question de la qualification, on l'a soulevée, ou la compétence maintenant, mais il faudrait pouvoir justement aussi peut-être en parler tout à l'heure. Et encore, autre élément important, fondé aussi sur l'idée que le travail se situait spatialement dans un même espace. Donc un même collectif et dans un même espace. Ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui et qui, on en fait l'hypothèse dans notre équipe, qui sera de moins en moins le cas. On a des mutations de nature diverses qui vont aussi affecter des catégories très diversifiées de population. Quand je dis des populations très diversifiées de population, c'est qu'en réalité, ça concerne tout le monde. Ça concerne absolument tout le monde. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, même les catégories qui ont été utilisées, on peut les interroger parce que du cadre, de l'ouvrier, voilà, c'est des femmes, des handicapés, des hommes, etc. Quand on prend toutes les catégories, tout le monde est concerné par cette nouvelle forme de travail qui est le travail chez soi. Le travail chez soi, le travail à domicile a toujours existé. Je reprends ce que disait Florence tout à l'heure. Évidemment, hein, ces formes-là ne sont pas nouvelles. Mais la particularité, c'est qu'elles sont en essor, en augmentation, on peut le chiffrer, et donc aussi qui touchent toutes les strates de la société. Donc on a maintenant donc des emplois du plus stable au moins stable et concernés par le fait d'avoir à travailler chez soi. On peut donc dire que le travail, comme l'emploi, du coup, est multisitué. Ça, c'est une particularité forte. Et ça déconstruit même l'idée des frontières, je le disais très rapidement tout à l'heure, entre ce qu'on appelle communément en sociologie la sphère productive, la sphère reproductive, entre le monde privé, le monde professionnel, entre le travail, le hors-travail, entre, je reprends aussi les catégories utilisées tout à l'heure, entre le temps de repos, le temps libre, tout ça implose en fait. Il y a plus de travail, d'emploi, de multicité.
Donc le travail chez soi est au cœur d'une série de problématiques qui réinterrogent fondamentalement les liens sociaux, le lien social, qui réinterrogent les enjeux de coopération, les enjeux de reconnaissance. On n'en a pas beaucoup parlé, mais se pose aussi la question de, pour le coup, qui va évaluer, qui évalue, comment, qui va reconnaître la valeur d'un travail, avec quel dispositif, etc. Tout ça explose. Et puis évidemment, fait apparaître des formes d'isolement assez prégnantes qui sont à interroger aussi. Passe plus, pour faire référence à ce que vous disiez tout à l'heure, politiquement, sur l'isolement aussi peut amener à se sentir et aller vers des positions un peu plus extrémistes, avec de nouvelles formes de concurrence de plus en plus importantes. On a donc des injonctions à une productivité nouvelle, ou productivité, qui impactent et qui sont des éléments constitutifs de l'habité et de l'habitat. Et du coup, qui fait que le travail et l'emploi, je le disais, investissent progressivement pour dire différemment, c'est que le domicile, pour le coup, doit aujourd'hui se penser avec ses dimensions de travail. J'inverse un peu, en fait. Je pars de l'entreprise, etc., pour en venir à se dire que le domicile devient une unité de production. Pour beaucoup, pour nous tous et toutes, en réalité. Le domicile devient une unité de production, et ça, c'est pas sans conflit ou négociation. On a donc de nouvelles configurations familiales, professionnelles, qui réinterrogent les processus de socialisation, qui réinterrogent aussi les processus de création d'identité professionnelle, métiers, etc., mais les identités sociales, comment définir en fait son identité quand toutes ces frontières n'existent plus et on a un flou entre ce qu'est le travail, ce qu'est l'emploi, ce qu'est le lieu de travail, ce qu'est le domicile, etc. Et du coup, on peut s'interroger dans ces mutations du travail sur les enjeux en termes de sociabilité et d'affectivité que cela va poser. Donc nous, en partant de ce constat, un peu comme de ce constat que on est à la fois, en fait, le travail. En réalité, la plupart des travailleuses et des travailleurs ont leur travail, sont qualifiés, ont parfois une expérience. Vous avez dit tout à l'heure le chiffre de personnes qui perçoivent le RSA, plus de 39%, donc Paris évidemment, mais 39% qui sont qualifiés à bac plus 3, on a son travail. Ce qui pose problème, c'est que pour la plupart de ces personnes, on est aussi plutôt amené maintenant à inventer, alors à la fois inventer des formes de travail, vous nous avez donné des pistes, mais surtout à créer son emploi. Et la création d'emploi, elle va se faire sur un lieu qui est le domicile. Donc nous, on est parti de ce constat. Et du coup, je vais vous présenter quelques résultats. Moi, mon intervention, elle va porter plus sur le vécu, puisqu'on a rencontré, on a fait des questionnaires et des entretiens, sur une base, d'un point de vue méthodologique, si vous voulez me poser des questions, j'ai le protocole méthodologique, mais il y a à peu près 2000 questionnaires qui ont été faits, il y a des entretiens qualitatifs, et on a interrogé comme ça des catégories de population diverses et variées, des blogueurs, des designers, des enseignants, des femmes, des hommes, des femmes qui ont inventé leur emploi, par exemple, de cuisiner chez elles en tant qu'indépendante pour pouvoir aller vendre sur les marchés. Enfin voilà, on a vraiment un panel très très large qui fait bien penser qu'on est de toute façon sur toutes les strates de population. Et à partir de là, on a un certain nombre de résultats que je voudrais vous présenter assez rapidement. Quelques données statistiques que j'ai relevées. Pour 20% des répondants et des répondantes qui nous ont remis leur questionnaire, le travail chez soi est une notion ambiguë et mal appréhendée. Donc 20%. Ce qui veut dire que pour 80%, ça parle. C'est une notion qui parle et qui leur parle, qui se l'attribue.
Le profil des répondants en termes de statut, on a 51% qui sont salariés, 11% fonctionnaires. Donc 11% des fonctionnaires qui disent qu'une part importante de leur travail, c'est au domicile. On a des entrepreneurs, 5,5%. On a des indépendants, 4%. On a 4% de retraités. Ça aussi, quand je dis que ça touche toutes les strates de la population, qui nous disent qu'aujourd'hui, en fait, ils travaillent et leur emploi est chez soi. On a des étudiants qui sont aussi à la fois salariés en CDD, etc. 6%, bon, bref. 12% des personnes qui ont été interrogées nous disent qu'elles ne travaillent pas chez elles, dans un premier temps. Puis quand on gratte un petit peu, elles nous disent quand même qu'elles ramènent ponctuellement du travail à la maison. Donc il y a aussi un déni. Hein. Parfois, il faut aller plus loin pour être sûr. On dit non, moi je ne travaille pas chez moi, mais l'air de rien, ça m'arrive de ramener du travail à la maison. Sur le nombre d'heures, 4% des personnes qui nous ont répondu disent travailler plus de 8 heures chez elles, 11% entre 2 et 3 heures, 10% entre 1 et 2 heures, etc., etc. Sur le nombre de jours et semaines de travail chez soi, 17% nous disent travailler 1 à 2 fois par semaine chez soi, 11% tous les jours. Hein, toutes catégories confondues. Et sur les moments de la journée, 16% nous disent travailler de 13h à 16h, 16% entre 20h et 22h, 7% après 22h, et 4% quand même entre 5h et 8h du matin. Donc, au niveau de l'amplitude, vous voyez, voilà. Donc on voit bien qu'on n'est pas face à un phénomène social anodin. Je pourrais en reparler plus, je dois faire court. Et du coup, à partir de ces quelques résultats, on a pu faire donc des entretiens qualitatifs. On a rencontré presque 50 ou 60. On est encore en train de la recherche encore lieu. On a rencontré donc des personnes de ce panel. Et ce qui nous est apparu, ça nous a permis d'identifier ou de mettre en perspective 4 rapports sociaux qui changent considérablement dans tout ce qui vient d'être dit, 4 rapports sociaux qui changent considérablement dans cette mutation du travail. Premier rapport social qui change fondamentalement, c'est le rapport à l'espace du domicile et à l'espace de l'entreprise. Je vais le décliner par la suite. Autre rapport social qui se transforme fondamentalement, vous l'avez compris par rapport aux quelques chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est le rapport aux temps sociaux, le rapport au temps de travail notamment, et à la vie sociale. Troisième rapport qui se modifie très largement, c'est le rapport à l'extérieur du domicile. Et on va revenir ici sur la question du collectif de travail. Hein. Quand on travaille chez soi, on est souvent très isolé et du coup, on travaille à établir d'autres relations à l'extérieur de chez soi. Et les coworking servent à ça. Donc il y a une espèce de paradoxe, je vais revenir dessus aussi. Et enfin, un rapport qui se modifie très amplement aussi, c'est le rapport à la représentation de soi. Donc, je vais faire vite. Le rapport à l'espace, en fait, le rapport, quand on travaille chez soi, c'est pas une évidence. C'est pas simple, c'est pas facile. De ce que nous disent les différentes personnes interviewées, ça révèle bien au contraire un conflit permanent. Il y a une dualité dans l'idée de repos, justement. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même la construction juridique nouvelle de temps de repos, temps libre, sociologiquement parlant, elle nous apparaît beaucoup moins évidente, en tout cas dans cette recherche, parce que en réalité, tout ça se confond. L'idée de repos, l'idée de l'intimité, l'idée de jouir de ses choix, etc., est complètement transformée par l'idée de l'intrusion du travail à la maison. Et là, évidemment, je fais directement référence à tous les outils numériques, toutes les connexions que nous pouvons avoir avec l'extérieur, avec le travail, qui font que tout ça, là encore, ne permet pas d'établir véritablement les différents espaces, repos, intimité, etc.
pour la plupart de ceux qui ont été interviewés, mais l'espace en fait approprié à la vie individuelle, à la vie familiale, à la vie sociale, il se restreint très explicitement. Et quand je parle d'espace, c'est vraiment au sens matériel du terme, hein, cet espace qui se restreint. C'est comme si le chez-soi, le domicile se rétrécit. Il n'y a plus une pièce qui échappe à ce travail au domicile. Aucune pièce. On avait fait l'hypothèse que la chambre, notamment, pouvait être une pièce où le travail ne fait pas intrusion. Pas du tout. Pas du tout. Et bien au contraire, pour beaucoup, le premier acte de la journée, le premier acte avant de se lever du lit, c'est ouvrir son ordinateur ou prendre son smartphone et regarder ses mails. Et ce n'est pas des mails conviviaux, en fait, hein, c'est-à-dire des mails professionnels. Donc c'est le premier acte de la journée, et pour beaucoup, c'est le dernier acte de la journée. Je m'endors, je dois avouer, la dernière chose, c'est quand même que je vais regarder mes mails, juste comme ça pour me rassurer. Mais enfin bon, ça veut bien dire que, donc, on peut dire qu'il n'y a aucun espace qui échappe, parce que même la nuit, hein, si, je ne sais pas vous, mais moi, quand je commence à regarder les mails avant de me coucher, je dors, je lis généralement très mal. Et bon, voilà. Et ça, c'est particulièrement nouveau. Et pour en avoir parlé avec les bailleurs qui nous ont ouvert ces espaces et ça, c'est une dimension intéressante aussi, me semble-t-il, les bailleurs qui nous ont ouvert ces espaces d'enquête, ils nous disent qu'aujourd'hui, cette pièce dédiée au travail dans l'habitat, c'est une préoccupation qu'ils ont. Bouygues, on peut pas le citer notamment, hein, réfléchit à le nouvel habitat avec un espace dédié au travail. Notamment pour répondre à une demande. Et vous voyez ce que ça veut dire en réalité, en fait. Hein. C'est donc une pièce dédiée au travail, ça apparaît comme, pour ces bailleurs, et notamment ils en font une certaine promotion hein, dans certains lots d'immeubles à vendre, etc. C'est le défi pour demain. Comment le penser dans le domicile ou dans quelle partie commune, comment l'évaluer, est-ce qu'il faut compter dans le coût, etc. Ou est-ce que c'est un coût nécessaire à prendre en compte aujourd'hui dans l'évolution de l'habitat, impacté par l'évolution du travail. Deuxième changement de rapport, c'est le rapport au temps. Ça, vous l'avez compris par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ce rapport au temps, là aussi, il impose complètement. Il y a tant de familles, tant de travail, etc., qui se confondent. Mais, à l'évidence, c'est bien le temps de travail dans le domicile qui va s'imposer au rythme des autres. Ne serait-ce que parce que, justement, on a parfois des habitats qui ne permettent pas d'avoir des espaces de travail dédiés. Donc, on va occuper la cuisine à un moment donné, on va déplacer ses affaires à un moment dans le salon, mais voilà, il faut continuer à vivre ensemble. Et d'ailleurs, il y a les bailleurs, mais il y a aussi pas mal de vendeurs de mobilier. On commence à regarder les catalogues qui vendent, par exemple, une espèce de bureau mobile hein, qu'on peut bouger, qu'on peut ouvrir, qui peut faire office de table de cuisine, enfin voilà. Donc tout ça rend bien plus conflictuel encore les cohabitations, ça interroge les sociabilités qui se font bousculer, transformer. J'avais des extraits d'entretien, mais si jamais j'ai le temps, je vous les lirai. Il y a parfois, c'est assez... on se reconnaît. Moi, je trouve qu'on se reconnaît. Parce que quand on est dans son domicile, la maison doit continuer à vivre. Alors c'est pareil, il faut rythmer ses temps de travail avec les rythmes de la maison. Beaucoup nous disent que pour faire leur pause, à un moment donné, ils vont en profiter pour faire la lessive, une lessive. Hein. On lance la machine, on retourne au travail, on va étendre le linge. Pas seulement les femmes, hein, on a pas mal d'hommes qui nous disent aussi. Donc quand on travaille au domicile, et à la fois, là pour le coup on a aussi dans le télétravail, hein, même si ce n'est pas forcément autorisé, quand on travaille au domicile, on vit aussi avec d'autres types de tâches qui interfèrent les unes aux autres. Comme ça, on n'a pas un temps de travail dédié plusieurs heures et puis ensuite on consacre à la vie hors travail. Tout se mélange. Et ça exige une discipline à acquérir plus ou moins laborieusement. C'est un apprentissage. Ça fonctionne par tâtonnement. C'est un apprentissage difficile. Ça nécessite de structurer son temps de travail. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler chez soi. Et cet apprentissage, il est pris en compte nulle part. Il n'est pas rémunéré, il n'est pas reconnu, il n'est pas considéré comme de la formation. Donc c'est
un travail à faire soi-même qui bénéficie en fait de rien. Donc il y a une période de tâtonnement relativement importante avant de parvenir au bon rapport à l'espace, on prend le rapport précédent, et aux temps sociaux. Donc il faut réapprendre à habiter, réapprendre à organiser, réapprendre à reconfigurer son activité professionnelle. Et pour nous, on a considéré que c'était une véritable expérience que de pouvoir s'adapter. Quand je dis ça, ça veut dire que tout le monde ne peut pas y parvenir aussi. Donc il y a une espèce de lutte là aussi pour les individus, parce qu'il n'y a pas de modèle unique de travail chez soi. On ne peut pas s'adapter comme ça, et puis on peut pas dire il suffit de suivre un guide de bonnes pratiques, comme le font certains employeurs. Hein. Il y a des dispositifs de management avec des bonnes pratiques de travail chez soi qui se développent, notamment pour le télétravail. A priori, dans le vécu des individus, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et ça rend quasiment impossible l'anticipation. Troisième rapport qui se modifie, c'est le rapport à l'extérieur, je le disais tout à l'heure, c'est le lien avec l'extérieur. Le monde est constamment questionné ici. On se questionne dans son rapport avec les autres, dans sa sociabilité, dans son lien social. Alors on va avoir ici des vécus plus ou moins, certains positifs, d'autres négatifs. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui travaillent chez eux, il y a souvent exprimé la nécessité donc de sortir d'un certain isolement, ou encore parfois certains et certaines nous disent que il y a une nécessité de sortir de l'envahissement de la vie familiale. Il y a une espèce d'inversement là, c'est la vie familiale qui peut parfois faire trop intrusion dans le travail, et alors on n'arrive pas à travailler, surtout quand on n'a pas beaucoup d'espace, etc. Donc, tout ça nous a amené à dire que ce qui était attribué au domicile, à l'habitat, dans un ancien modèle, on va dire, où on ne travaillait pas de manière aussi intense ou de manière aussi connectée au travail chez soi, tout le côté de réassurance, tout le côté de compensatoire du logement est remis en question. L'habitat n'est plus forcément le lieu de réassurance, voilà, de compensation, de décompression. J'invente des mots, mais c'est presque à faire en fait. Donc l'habitat n'est plus le lieu de repos parfois pour certains, n'est plus un lieu de protection. Et paradoxalement, beaucoup nous disent qu'ils vont chercher l'intimité ailleurs que chez soi, et notamment ils vont chercher des espaces plus conviviaux pour faire des pauses, pour respirer, pour se socialiser, ou pour aller faire une partie de leur travail dans des espaces plus professionnels, comme les espaces, je le disais tout à l'heure, de coworking. Donc pour nous, c'est tout un paradoxe en fait. Hein. C'est l'intrusion du travail dans le domicile, mais finalement dans le domicile, avec toutes ces reconfigurations, ces conflits, ces renégociations, qui fait qu'on va rechercher des espaces de convivialité dans les espaces de coworking. Bon. Ce qui complexifie encore plus le concept de nomadisme. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a un an, dans le rapport qui avait été établi justement par Bruno Mettling, qui était le dirigeant d'Orange alors, qui portait sur les enjeux des transformations du numérique et de la vie au travail, il y a 6 impacts majeurs qui avaient été particulièrement analysés. Et dont celui qui nous intéresse ici, c'est justement le développement du travail de type nomade. Donc dans ce rapport, avait déjà été explicitement dit, et d'une certaine manière, on en faisait la promotion, l'idée que le travail nomade allait permettre de libérer les individus, etc. Et que l'idée, c'était de créer justement de plus en plus aussi d'espaces de coworking. Alors, ces espaces de coworking, on les trouve, de coworking ou des espaces de travail, on les trouve partout. Moi, je suis arrivée hier sur Grenoble, à la gare de Grenoble, j'ai découvert qu'il y a une mezzanine, voilà, qui s'appelle espace de travail, qui est plutôt pas mal, hein. Mais voilà, c'est dans une gare, on arrive, et il y a un espace de travail qui est dédié donc à tous ces nouveaux travailleurs, pas seulement télétravailleurs, enfin ça nous concerne tous, on a presque envie d'y aller quand on a 2 heures, tiens, je vais peut-être aller lire mes mails. Donc ces coworking, je ne vais pas avoir le temps parce que j'ai 5 minutes, mais je pourrais en reparler tout à l'heure.
Nous, on a observé que ces espaces de coworking, en plus, ils ont une particularité de plus en plus intéressante en ce qui nous concerne. On a un espace comme ça sur Lyon, tout près de l'université, donc on peut observer, mais on se rend compte que ça s'appelle Café Sofa. C'est des espaces de coworking. Et quand vous rentrez à l'intérieur, c'est super. C'est du mobilier, des canapés, des fauteuils, des tapis, il y a du thé. Vous êtes à la maison. C'est des espaces de coworking qui reproduisent le domicile. Donc, il y a vraiment un flou des frontières, sauf que là, vous y allez, et en plus de ça, vous payez. Vous payez pour avoir un espace, finalement, où vous venez chercher de l'intimité, en dehors de chez vous. Je prends la catégorie qu'on étudie plus spécifiquement, mais vous payez, ça coûte, je crois, 5 € de l'heure, avec proposition, de l'heure, et après, on peut avoir peut-être plus encore. Combien 5 € la demi-journée à la journée. Ah voilà, 5 € la demi-journée, voilà. Mais c'est quand même. Vous bénéficiez du Wi-Fi pour la connexion. Voilà, du Wi-Fi bien sûr. On peut l'avoir dans les gares aussi. Oui, on bénéficie du Wi-Fi, etc. Mais surtout d'un espace assez convivial et qui de manière assez étrange, rappelle le domicile, vraiment. Hein, donc, avec parfois des lumières un peu tamisées. Enfin bon, voilà. Donc, j'avais. Je vais juste vous lire la manière dont, par exemple, Sofa se présente à Lyon. C'est Sofa est une maison hybride au cœur de Lyon. Sauf café, coworking, galerie d'art, lieu d'événementiel et d'expression. Les êtres s'y retrouvent, les compétences s'y croisent. Bisous. Donc, non seulement on est c'est la maison, mais en plus il y a vraiment c'est presque de l'ordre de la convivialité. Bisous, c'est quand même assez intime. Hein, voilà. Donc j'ai pas le temps de développer. Dernier rapport, et qui fera ma conclusion, qui se modifie, c'est finalement le rapport à la représentation de soi. Et fondamentalement, c'est une remise en question de soi en tant qu'être social. On a beaucoup d'interviewés qui s'expriment. Et au début, c'est l'expression d'un bien-être. On est autonome, on est libre, finalement, on peut s'organiser, etc., etc. Et plus on les amène à réfléchir à partir d'une grille, un protocole qu'on a défini, et plus là, ils finissent par se demander, ils ne sont pas certains que ce soit un vrai choix. Hein, parce que du coup, la décision, elle a été prise parce que chômage, parce que pas d'accès à l'emploi, parce que pour plusieurs raisons diverses et variées. Donc, remise en question du choix à un moment donné. Est-ce que ça apporte véritablement de la liberté? Est-ce que ça apporte une marge de manœuvre? Et puis la question de la remise en question des collectifs, des liens de solidarité qu'il faut reconstruire en maintenant des liens avec d'anciens collègues, enfin tout ça montre que les questions de sociabilité sont complexifiées. Et puis sans oublier la sociabilité familiale, ça crée des conflits. En même temps, ça permet, juste un petit aparté, ça permet pour le coup de sociabiliser les enfants. Hein, les enfants sont formés au développement du travail chez soi, puisqu'ils voient travailler leurs parents. D'accord ? On est dans un processus d'apprentissage aux formes à venir dans les mutations du travail. Donc on a plusieurs configurations qui se chevauchent et du coup les frontières elles sont vraiment pas clairement définies. On peut parler, nous on conclut souvent comme ça, d'un espèce de bonheur dans l'aliénation, mais l'aliénation autogérée, qu'on a renvoyée. On a bien une forme d'externalisation là, qui est voulue par le monde de l'entreprise. J'ai pas le temps de le développer, mais ça sert, c'est utile finalement, si c'est le domicile qui devient l'unité de production, c'est moins d'espace à libérer pour l'entreprise aussi. Ça peut être rentable. Donc on a un bonheur dans l'aliénation, ou même parfois, et c'est parce qu'on reprend un terme qui a été donné par un interviewé qui disait c'est une forme d'aliénation heureuse. À vous de juger. Voilà. Merci Jawida, parce que au départ j'avais un peu peur que ton intervention soit très pointue sur un type d'organisation du travail, et en réalité à travers ton exposé tu montres bien que
ça peut impacter ou ça peut toucher en fait aujourd'hui toute l'organisation de la vie, de notre vivre ensemble quelque part, que ce soit à travers une remise en question du temps, de l'espace, etc. Et donc, est-ce qu'on a, je vais poser peut-être la première question, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de ce que représente au niveau national le travail à domicile? Non, parce que... Pardon? Oui, voilà, parce que c'est ce que je disais, c'est très compliqué parce que, alors d'abord, il n'y a pas beaucoup de recherches qui portent là-dessus, en déconstruisant toutes les frontières, en fait, c'est ça. Hein. Il y a pas mal de recherches sur le télétravail, mais là, on voit bien que c'est des catégories, justement, peut-être de salariés qui sont inclus dans le champ de l'application du droit, par exemple, etc. Mais en réalité, il y en a plein d'autres qui ne sont pas du tout protégés, parce que je n'ai même pas intervenu sur les risques que ça pouvait poser, etc. Donc, non, on n'a pas encore, parce que on en est aux prémices, pour ce qui nous concerne, hein. On pense aux prémices des résultats d'investigation. Ça serait super si on nous offrait, on nous commandait la possibilité de faire cette recherche plus largement. Merci. Tu veux peut-être rebondir? Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens d'exposer sur la question du domicile et du coup de la situation domestique, en fait, au premier sens du terme, parce que, en fait, dans l'économie collaborative, ce qu'on note, c'est qu'en fait, on est en train de transformer des activités domestiques en activités professionnelles. Et donc, on est en train de vivre quelque chose qui, moi, me semble être parallèle à ce que tu viens d'exposer, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre de la création de marchés économiques, de choses qui jusque-là n'existaient que dans l'univers domestique. C'est typiquement la location de la chambre Airbnb. Avant, vous aviez une chambre d'amis, vous la réserviez à vos amis. On était bien dans l'univers domestique. Aujourd'hui, avec Airbnb, votre chambre d'amis, eh bien, elle devient un marché. Et elle devient une source de revenus. Et donc, je voulais juste faire le parallèle, parce que dans l'économie collaborative, c'est beaucoup ça. La nouvelle économie collaborative, elle rentre chez l'individu pour faire d'une activité qui était une activité souvent jusque-là gratuite et personnelle, une activité qui devient lucrative et un marché. Et je crois que tu as mis le doigt par ton étude sur un sujet qui est vraiment fondamental dans les mutations qui interviennent. C'est pas que de la mutation juridique du travail, c'est vraiment profond. On est en train de vivre des mutations identitaires entre ce qui jusque-là était du ressort de notre vie privée et de la vie professionnelle. C'est ça qui est en train de bouger aujourd'hui. L'économie collaborative en est vraiment le témoignage à très très grande échelle de ce qui se fait, et le coworking, le travail à domicile l'est également. Avec des éléments, je trouve, assez pervers sur le plan sémantique, parce que quand on parle évidemment de travail collaboratif, ça peut à nous parler de manière très positive. On collabore, on est en coopération, etc. Alors qu'en réalité, un grand pan, enfin une partie de ce travail collaboratif, aujourd'hui, comme tu l'as dit, n'est finalement qu'un espace marchandisé de plus, quoi. Alors, je ne sais pas, Florence, peut-être que tu veux rebondir sur ce que tu as entendu, ou on laisse là... D'accord. Bien, écoutez, à vous de nous interpeller. Je crois qu'il faut quand même que vous déplaciez, parce qu'on ne doit avoir qu'un micro. Mais le micro, le fil est court. C'est pas un micro autonome. Juste quelques réactions au regard donc des choses qui me paraissent impliquantes et concernantes à titre personnel, puisque je suis donc un salarié entrepreneur d'une coopérative d'activité. Je préside une entreprise d'insertion et j'utilise très fréquemment les espaces de coworking. Donc, bravo. Bonjour. Peut-être une question à notre juriste, Florence. Au bout du compte, ce travail sur le nouveau code du travail est donc remarquable, mais comment construire un rapport de force qui permet véritablement de mettre en œuvre ce que le travail va se faire voter par l'Assemblée nationale? Première question. Deuxième question, Antoinette, peut-être, tu posais la question pourquoi les coopératives d'activité finalement ne se développent pas plus. Elles me semblent totalement à la rue sur le plan numérique, donc au bout du compte.
Il me semble que les consommateurs, autant que les travailleurs, n'ont pas forcément toujours intérêt à investir donc 15% de leur marge brute pour faire fonctionner la coopérative. C'est une question de coût aussi. Lorsque je vois des enfants qui utilisent Uber, alors je leur dis, mais pour un taxi, c'est quand même beaucoup plus intéressant sur le plan social, ils s'en foutent parce que c'est beaucoup moins cher Uber. Et en plus, ça fonctionne beaucoup mieux grâce à son smartphone. Et quand on appelle un taxi à 1h du matin, il n'y a pas de taxi qui vient. À Lyon. À Lyon, effectivement, donc, un peu ailleurs aussi, donc malgré tout. Hein. Donc je cherche un taxi au fin fond de la Savoie, donc il y a une ligne. Je cherche même pas. Tu cherches pas. Et puis peut-être une question à Jamila, et puis à Antoinette également. Au bout du compte, le développement du travail à domicile, c'est une bonne et une mauvaise chose, mais qui nécessite un vrai travail collectif. Donc développer une ergonomie, une écologie personnelle, c'est possible si on travaille ensemble, collectivement. Ce qui se fait dans certaines coopératives d'activité, d'ailleurs, qui cherchent à faire ce travail de formation que vous appuyez de votre vœu. Comment donc trouver les bonnes règles entre le repos et le travail, entre l'espace privatif et l'espace de travail. Est-ce que ça ne nécessite pas un vrai travail sur les politiques publiques et sur la création de fonctions qui donc permettent tout ce travail collectif qui n'est pas possible individuellement? Donc quelques échos. Merci. Faites le tour, s'il vous plaît, de plusieurs questions. Oui, tout à fait. Non, c'est ce que j'allais dire. On va passer à 2-3 questions et puis on va s'arrêter là parce qu'après on n'aura pas 2030. Mais de toute façon, ce sont des questions qu'on peut peut-être reposer ensuite dans les autres ateliers de la journée. Bonjour. Moi, c'est d'abord un réflexe professionnel qui me fait intervenir. D'avoir été directrice de l'orientation et de l'insertion professionnelle dans une université. Et je voulais juste que l'ensemble des personnes ne retiennent pas qu'un chiffre de cette table ronde, celui que vous avez donné. C'est vraiment, je dis, un réflexe professionnel. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'insertion professionnelle des diplômés, quand on regarde ce qui se passe, je vais pas dire on va dire que 90% des jeunes diplômés trouvent un emploi dans l'année qui vient. Bien sûr, mais le RSA est la seule droit d'indemnité pour ces jeunes-là. Donc toute la question est de savoir combien de temps ils y restent. Donc je voulais juste rectifier ça, parce qu'on est tellement tout le temps en train de dire, de dramatiser des choses par rapport aux jeunes qu'on les décourage complètement même de faire des études. Donc je voudrais au moins ne pas aller dans ce sens-là. Mon intervention sinon, c'est de... Moi, j'ai aussi retenu les nouvelles modalités de la relation de travail. Et je voudrais bien qu'on réfléchisse à la différence entre l'emploi et le travail. Et ça me semble très très important justement dans ces nouvelles modalités. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, je le compare à la question de repositionner ce que la nature nous offre gratuitement. Est-ce que bientôt va devenir à acheter, hein, par exemple, si on pense à la pollinisation et tout. Alors, bien sûr qu'il y a des zones de travail qui étaient gratuites, qui se marchandisent, mais je trouve que justement, il faudrait qu'on réfléchisse à ces questions de qu'est-ce que c'est que le travail gratuit, comment on peut le reconnaître, comment on peut le valoriser, et ce qu'on appelle travailler, Et je voudrais simplement dire que cette notion-là me semble vraiment importante aujourd'hui. Quand on dit, par exemple, je suis boulanger, ce n'est pas juste j'ai un emploi. Il y a quelque chose du sens qu'on donne à une activité, il y a quelque chose d'une identité, et que cette identité aujourd'hui, elle ne passe pas que par l'aspect de la profession. Et je voudrais simplement peut-être dire que c'est sur cette notion, notamment, parce que vous ne l'avez pas abordé dans les nouvelles modalités de relation au travail, qui ne sont pas juste les statuts de l'emploi, mais qui sont la façon aujourd'hui de se positionner par rapport au travail et à l'emploi. Et il me paraît évident que l'engagement dans le travail aujourd'hui est différent, qu'il représente des choses différentes, que cette question d'identité est aussi en train de changer. Et ça, je crois que les bullshit jobs, je pense que la question, par exemple, du travail qui n'a plus aucun sens, on parle là de modalités de travail, mais il y a des travaux aujourd'hui qui n'ont plus aucun sens. Enfin, je pense au combat vis-à-vis des femmes là, dans les EHPAD. Il y a toute une série de lieux ordinaires du travail aujourd'hui où les gens disent, d'une certaine manière, nous ne travaillons plus.
entre guillemets, ce qu'on normalement on a à faire, nous n'arrivons plus à le faire dans les conditions. Donc voilà, c'est de parler tout autant de ce sens du travail que de l'emploi. Merci. Je sais que c'est toujours un peu frustrant. Je vais m'arrêter là pour les interventions. Non, mais écoutez, on a les ateliers. On va... Non, d'accord, une question courte, une dernière question courte, mais simplement pour que nos intervenantes puissent répondre aux questions qui ont été posées précédemment. On a des questions de 30 secondes. Il faut dire aux gens 30 secondes. Oui, on est d'accord. On est d'accord. On n'est pas à reposer de... Allez, rapide. Question pour Florence, plus spécialement. En matière de droit social international, est-ce que les questions dont nous débattons ce matin sont prises en compte au niveau de l'OIT et du BIT? Très bien. Voilà, une question courte et claire. Les emplois décarbonés. Simple. Pourquoi on ne crée pas un indicateur pour parler de 2030 concernant les emplois décarbonés? La parole. Bien. Donc il y a eu quelques questions en particulier qui t'étaient adressées, Florence. Je te laisse la parole. Alors, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste du droit social international, mais à ma connaissance, il n'y a pas de convention de l'OIT ou du BIT spécifiquement, on va dire, sur les nouvelles formes d'emploi. Il y a bien évidemment des conventions de l'OIT qui visent des emplois qui sont considérés aujourd'hui comme des nouvelles formes d'emploi, mais qui visent par exemple les travailleurs à domicile, qui visent par exemple les transports, parce que dans les transports, il y a pas mal de... On a des directives comme ça sur des sujets, précis, mais bien sûr c'est en discussion. Bien sûr c'est en discussion, puisque le Parlement de l'OIT est notamment représenté par les organisations syndicales des différents pays membres, et la plupart des pays du monde sont membres de l'OIT, mis à part quelques-uns. Donc c'est en discussion parce que c'est pas propre à la France, c'est pas propre à l'Europe, et ça nous vient quand même c'est le retour au libéralisme tel qu'on connaissait au XIXe siècle. Alors maintenant, je vais juste m'écarter un petit peu. On parle beaucoup de responsabilité sociale dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est à la mode. On nous rabat les oreilles depuis au moins 20 ans. Et en fait, cette responsabilité sociale de l'entreprise, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ce n'est plus ni moins que le paternalisme du XIXe siècle. Bon, voilà, en gros, ça y ressemble, c'est aussi inefficace factuellement que ça pouvait l'être. Pardon. Alors, juste, pour répondre à la première question qui m'a été posée, comment faire pour que ce soit voté par l'Assemblée nationale et par le Parlement? Alors, on a fait ce qu'on a pu, hein, on n'a pas les bonnes entrées. Voilà, mais ça, je ne suis pas là pour le dire. Je me présente en tant que juriste universitaire, bref. On a fait tout ce qu'on a pu. C'est-à-dire qu'on a envoyé notamment, pas durant l'été, juste après les élections, on a envoyé, me semble-t-il, c'est pas moi qui m'en suis occupée, donc au président de l'Assemblée nationale, au président au cabinet de la ministre, du Sénat bien sûr, au cabinet de la ministre, enfin on a essayé d'arroser avec ce que Dalloz nous a permis de faire, parce qu'ils ont été particulièrement radins. On a eu un exemplaire de notre code chacun. Voilà. Donc on en avait quand même récupéré et on a arrosé tant qu'on a pu, mais ça a été, comme vous l'avez vu, d'une totale inefficacité. Voilà. Pas pour les réflexions à venir, quand même. Oui, moi je vais dire quelques mots sur la question du sens du travail, de l'engagement. Voilà, pour dire qu'on constate aujourd'hui qu'il y a une forte demande de sens du travail, même si cette terminologie déjà peut nous interroger, puisqu'en fait c'est quand même une notion qui est très très intime
y compris une femme de ménage industriel, peut trouver beaucoup de sens au travail qu'elle fait. Donc je laisse à chacun le fait d'apprécier ce qu'est le sens au travail. Mais en tout cas, il y a une volonté d'engagement et d'engagement pour des valeurs collectives qui commencent à être de plus en plus prégnantes dans la société, où on se rend compte, par exemple, que plus de la moitié des jeunes diplômés veulent travailler dans l'économie sociale et solidaire sans tout à fait savoir ce que c'est, mais en tout cas en sachant que là, ils y trouveront du sens. Moi, j'ai jamais autant vu, et ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans ce domaine d'activité, dans l'économie sociale et solidaire, autant de jeunes diplômés de grandes écoles, et même de très très grandes écoles, dire « nous, c'est ça qu'on veut faire ». Là, on vient d'ouvrir une textilerie qui est une ressourcerie de seconde main. La responsable qui ouvre cette structure, qui est une structure associative d'insertion, est diplômée d'HEC en disant « moi, c'est ça que j'avais envie de faire ». Donc, on constate quand même qu'à tout niveau, d'études, il y a maintenant une appétence très forte pour le fait d'avoir un travail non seulement qui permette de vivre, qui rapporte de l'argent, etc., mais y compris qui ait du sens. D'où aussi cette montée de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat social, encore plutôt mal définie en France, donc ça c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder, assez mal défini en France, mais qui vise justement à dire on peut créer des entreprises qui génèrent du profit, mais qui répondent aussi à une problématique de la société. Donc là, on n'a plus ce tiraillement personnel, ou peut-être que c'est l'exercice même du tiraillement qui fait qu'on peut réunir des objectifs qui jusque-là n'étaient pas conciliables. Merci. On va terminer peut-être dans les réactions avec Jawida. Oui, moi je vais juste répondre. Alors moi, sur le lien avec politique publique, parce qu'il me semblait que c'est plutôt Antoine qui peut répondre, donc je repasserai peut-être le micro, mais sur la question du sens du travail, la nécessité de distinguer travail et emploi, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, j'essaie de faire au maximum. C'est absolument pas la même chose que de parler de travail et d'emploi. C'est une distinction à opérer pour bien montrer que quand on parle de travail, effectivement, on est sur le terrain de l'expérience, on est sur le terrain de la qualification, on est sur le terrain du sens à ce qu'on donne à l'acte de travailler, etc. Et quand on est sur les questions d'emploi, on est sur la question des marchés, des marchés d'emploi. Et de ce point de vue-là, c'est une autre recherche qui s'articule à ce que j'ai développé ce matin, mais j'en ai pas parlé. De ce point de vue-là, le glissement, le passage de la question de la qualification à la compétence a accompagné complètement, me semble-t-il, ce glissement du travail à l'emploi. Parler de qualification et passer à la notion de compétence, vous parliez tout à l'heure de parcours compétence, ça m'intéresse parce que parler de qualification et de compétence, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, et ça implique là aussi un sens, d'attribuer un sens différent à son travail. Voilà, je ne vais pas développer plus, mais effectivement c'est important de distinguer. Merci à toutes trois de vos interventions. On va, je crois qu'on peut les applaudir. Pour les remercier. Et puis, on va donc passer à la deuxième séquence de cette journée, qui est une séquence par atelier qui laissera plus de place, je pense, aux interactions entre ce que vous avez envie de dire ou commenter et les intervenants. Mais il y a deux ateliers donc, qui sont prévus, avec un atelier sur révolution technologique, va-t-elle créer de l'emploi, comment la transition écologique de l'économie peut-elle répondre aux défis du chômage de masse, et un atelier sur parlons travail. Alors comme on est assez nombreux ce matin, et c'est très bien, on va quand même, je crois qu'on voulait évaluer à peu près qui se répartissait dans les deux ateliers. Julien, tu peux... Oui, alors, très rapidement. Donc, bonjour à tous, on va faire un petit sondage à main levée, puisqu'on est un peu plus nombreux que prévu, et c'est tant mieux. Donc, pour l'atelier 1, si je retrouve le nom... Oui, c'était Révolution technologique. Révolution technologique, qui souhaiterait participer à cet atelier?
C'est une estimation à grosse louche. Bon, ça tombe mal, c'est la moitié. Pour l'atelier 2, Parlons Travail, qui souhaiterait participer? Ah oui, on est mal parti. On va être un peu plus. Bon, on va faire un troisième atelier. Non, c'est parce que les salles sont plus petites là. Les salles sont un peu plus petites, il y a 40 places par salle. Donc soit vous allez être très serré, soit on peut laisser un atelier ici. Si, il faut laisser un atelier. Et on envoie l'atelier. Mais du coup, on aura un peu de mal à trancher. On fait quoi, pile face? Non, une suggestion, le troisième atelier. Alors, allez-y. J'ai une suggestion pour le troisième atelier. C'est relier le juridique avec la problématique de l'emploi, la reconnaissance de l'emploi et le salariat, la rémunération, le lien, parce qu'il faudrait le créer. Parce que certains parlent d'être payé à rien faire, et alors il faut relier. Voilà, c'est très le premier ici, on garde le premier ici. Le premier atelier Révolution technologique se tiendra donc en amphithéâtre. Et le second atelier Parlons Travail se trouvera donc au deuxième étage, dans la première salle qui sera ouverte et mise à votre disposition. Voilà, et je vous remercie. Je mets tout de suite la petite annonce sur eBay. Donc là, t'as filmé tout là. Et ça va passer comme ça en direct? C'était en direct. Ah, c'était en direct. On a des problèmes, on a des...